les amis qui préparent un mémoire pour le DEC, en particulier ceux qui préparent un mémoire pour le mois de novembre 2023. Hier matin, j'ai fait une grande réunion avec tous ces mémorialistes de mon groupe DFT Formation, mais malheureusement, et c'est là où j'étais malheureux, que l'enregistrement ne s'est pas fait. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais il y a eu des problèmes techniques. Alors, pour essayer de compenser les problèmes techniques qui m'ont empêché de vous faire passer cette belle vidéo que je pense nécessaire pour 1 heure de présentation, je vais essayer de faire un résumé. Tout d'abord, nous sommes toujours à 52 jours de l'examen et je vous rappelle que pour bien avancer, même si vous n'avez pas commencé une ligne, il est possible de terminer votre mémoire dans le temps sans aucune difficulté en vous donnant justement une règle de conduite et des objectifs à récupérer, c'est-à-dire faire 3 pages par jour et une annexe par jour, car au niveau des annexes, je considère que 30 annexes, dont plus de la moitié sont des annexes qui sont des annexes tirées de votre propre création, sont suffisantes. Ce n'est pas la peine de multiplier des centaines d'annexes. Le jury va les parcourir et ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, quand je dis 3 pages par jour et une annexe, c'est très important de pouvoir rédiger votre mémoire, de mettre les annexes sur le côté avec un numéro et de les intégrer dès que possible dans la rédaction du mémoire avec un lien hypertexte. Ça, c'est ma première remarque. Le mémoire, le cœur du mémoire devra être terminé à l'époque autour du 11-15 août. Ça nous permettra de voir à cet instant là le triptyque qui s'appelle introduction, conclusion et note de synthèse. Parce que quand on fait une introduction, une note de synthèse, après avoir fait le cœur du mémoire, on est beaucoup plus efficace. Alors, je rappelle que l'introduction doit reprendre le thème et s'inspirer de votre notice et annoncer le plan de votre mémoire. Mais elle a aussi un aspect rétrospectif, votre introduction. Elle doit rappeler en particulier, si c'est un sujet sur les experts comptables, elle doit rappeler les thèmes des derniers congrès et essayer de coller votre travail à un thème d'un dernier congrès qui n'est pas forcément le titre de votre mémoire, mais qui se rapproche. Si c'est un dossier pour le commissariat, vous devez essayer de retrouver les journées nationales du commissariat qui vous permettent, dans ce cas, de pouvoir retracer votre étude par rapport à un des thèmes de journée nationale. Et vous allez me dire, mais comment je peux retrouver ces thèmes? Comment je peux retrouver ces thèmes à la fois des congrès des experts et les thèmes des journées nationales? Ben, vous faites comme moi. Vous allez sur ChatGPT, vous dites, peux-tu me rapporter les thèmes des congrès des experts comptables en France de 2014 à 2022? Le congrès 2023, vous pouvez en parler, mais pas pour l'introduction. En effet, pour la conclusion, vous avez 2 parties dans la conclusion. La première partie, c'est une synthèse des principaux points que vous avez voulu faire passer dans votre travail. Et ensuite, j'ai également, éventuellement, effectué une deuxième partie dans ma conclusion, c'est une orientation vers le futur. Et cette orientation dans le futur doit coller, autant que faire se peut, plus ou moins, avec le thème du congrès des experts comptables 2023, ou alors la journée nationale qui est basée sur une reconquête du commissariat, alors que vous savez que les experts comptables, c'est big data et facturation électronique. Plus ou moins, vous êtes capable de faire une sorte de perspective. Donc, vous voyez, l'introduction, c'est une sorte de rétrospective des thèmes qui vous ont marqué et qui ont peut-être provoqué l'intérêt de cette étude, tandis que la conclusion, elle a 2 rôles, une synthèse environ 20 lignes de ce qui s'est passé et le reste, c'est la projection sur l'avenir.
une conclusion comme une introduction, c'est entre 2 et 3 pages. Alors, ensuite, il y en a qui se cassent la tête pour la note de synthèse. Moi, je vous dirais, les amis, qu'il me faut 15 minutes pour faire une note de synthèse. Pourquoi 15 minutes? Eh bien, la note de synthèse, c'est fait pour des examinateurs feignants qui n'ont pas le temps de lire le mémoire. Et pour ces gens-là, je ne fais pas de cadeau. C'est-à-dire, je reprends la notice du candidat, intérêt et objectif. Je fais une sorte de synthèse des objectifs et intérêts, du moins intérêts et objectifs. Je reprends presque intégralement l'intérêt et une partie des objectifs. Et ensuite, je me retourne vers l'introduction qui, dans sa dernière partie, annonce le plan du mémoire. Et c'est avec cette note de synthèse faite bien souvent chez moi en un quart d'heure avec des candidats qui ont eu 16 ou 17 et qui n'ont eu aucune remarque sur la note de synthèse et qui a permis de résumer d'une manière correcte sans refaire un texte à la noix pour essayer de faire plaisir au jury. Pour moi, je considère que la note de synthèse doit disparaître pour éviter que les gens ne se contentent de la note de synthèse. Et malheureusement, il y a un trop grand nombre d'examinateurs qui se concentrent sur la note de synthèse. Donc moi, je ne veux pas leur faciliter trop la tâche et essayer de demander aux candidats de repasser une journée pour faire la note de synthèse. C'est complètement ridicule, je vous le dis, tel que je pense, et je vous le dis avec mon expérience, mais aussi avec mon analyse pratique et professionnelle de ce que je vois depuis des années où j'accompagne des candidats comme vous. Je voudrais aussi revenir sur le fait que vous devez vous servir de citations. Citation pour l'introduction. En bas, c'est la citation en particulier, c'est le fait de pouvoir citer soit une citation du président de l'ordre de cette année, de l'année dernière ou des années précédentes. C'est une bonne raison si vous avez un sujet sur l'expert comptable, mais si vous avez un sujet qui peut être à la fois sur l'expert comptable et le commissaire aux comptes, pourquoi pas, eh bien, vous avez possibilité de faire une citation du président de l'ordre en intro et une citation de la conclusion, à la fin de la conclusion, du président de la CNCC. Mais en dehors de ces présidents, vous pouvez faire une citation en intro qui correspond soit à votre pays, si vous êtes du Bénin, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, si vous êtes de votre pays, il y a des citations qui caractérisent bien votre pays. Et en conclusion, vous devez trouver une citation qui va permettre au thème de votre mémoire de se situer dans le futur. Et c'est là où vous allez marquer des points quand vous faites cela dans une introduction et une conclusion. Je voudrais revenir maintenant sur la note de synthèse à laquelle, pour montrer votre côté créatif, vous pouvez y mettre aussi une autre citation. Voilà. Et derrière cette rédaction, Francis Tison a l'occasion souvent de relire 10 pages en 30 minutes. C'est pour ça que mes candidats, quand ils ont fait plus d'une dizaine de pages, ils prennent un rendez-vous d'une demi-heure avec moi et au cours de cette demi-heure, je viens d'en faire avec 2 candidats, voici quelques minutes, et ils pourront témoigner puisqu'ils sont auditeurs de ce que je suis en train de dire, que toutes les 10 pages environ, je leur propose un focus. Ce focus, je fais aujourd'hui une utilisation raisonnable en lui posant de bonnes questions pour me donner des idées de focus. Je m'occupe de ChatGPT. ChatGPT me donne, en lui posant de bonnes questions, parce que moi j'ai ChatGPT où je discute avec, c'est-à-dire, peux-tu me donner des informations sur ceci? Peux-tu aller beaucoup plus loin dans ce que tu m'as dit? Et grâce à tout ce qu'il me dit, je fais une petite synthèse de 5-6 lignes, je mets focus numéro 1 tel et je mets Verdana pour mettre le titre, et ensuite j'utilise en italique
le système d'écriture que vous avez adopté, comme Arial ou Time, etc. Et je le mets en italique et j'encadre le focus, ce qui donne un éclairage pédagogique. Et vous savez comme moi que si vous avez un très beau jardin avec des endroits où il y a de la lumière, le jardin est encore plus beau. Eh bien, pensez qu'au mémoire, si vous lui apportez de la lumière avec des focus, mais bien choisis et très pratiques les focus et professionnels, vous gagnez forcément en clarté et vous avez apporté plus d'adhésion du lecteur à votre mémoire. Ensuite, il faut que vous ayez forcément des documents avec vous en permanence. C'est quoi? Ou des travaux avec vous en permanence. D'abord, il faut que vous ayez avec vous ChatGPT. Il faut que vous ayez avec vous le dictionnaire des synonymes. Il faut que vous ayez avec vous ce qu'on appelle, je dirais, bloc-notes, qui est un logiciel que vous avez sur tous les ordinateurs. Et puis, vous avez aussi les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche qui sont, à mes yeux, une bonne quinzaine de moteurs de recherche. En dehors de Google, Alerte Google que vous connaissez, je vous communique, crée, si je peux, par LinkedIn ou si je le peux pour mes auditeurs par WeTransfer, je rappellerai les moteurs de recherche qui sont fondamentaux pour réussir ma documentation. Et c'est comme ça que l'on travaille, on reprend sa notice, on reprend les titres de chaque partie de ma notice et je les mets en alerte et en même temps, je les mets en chat GPT. Toutes les informations crédibles que je reçois, je le mets dans un documentation mémoire. Et à l'intérieur de la documentation mémoire, je mets première partie. Je fais donc toutes les recherches à partir de la notice. Je fais toutes les recherches à la fois en partant des titres des parties, des titres des chapitres, des titres des sections, et j'emmagasine le maximum de documentation par mes alertes Google et par ChatGPT. Je passe environ 5 heures pour faire ça avec ma notice. Mais là, au moins, ça me donne une documentation exceptionnelle et grâce à Alerte Google, elle poursuivra son analyse au-delà du temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, vous recevrez des réponses aux alertes que vous avez faites. Une fois que vous avez eu l'impression que les alertes communiquées sont suffisantes, vous éliminez l'alerte pour ne plus être embarrassé par des mails qui ne sont plus à vos yeux intéressants. Ensuite, les amis, il faut que vous sachiez que toute partie d'un mémoire doit être organisée avec une petite introduction et une conclusion partielle. Il ne faut pas oublier, le jury l'a encore rappelé dans ses notes d'information, des récentes notes d'information qu'il publie après le rapport du jury que je vous enverrai tout à l'heure, du jury de mai 2023, qui a été publié sur Content Online en particulier, qui pour moi est un partenaire privilégié. Alors quand je dis qu'il vous faut avoir ChatGPT, Alerte Google, le dictionnaire des synonymes, bloc-notes et les moteurs de recherche, grâce à ça, vous avez tout sans exception, la possibilité d'avoir de la documentation et de pouvoir obtenir d'abord par rapport à votre propre expérience, de coller un cas réel qu'on a baptisé à tort ou à raison cas fil rouge, mais le cas réel est un cas qui a l'art et la manière de pouvoir dire que le candidat n'est pas en train d'écrire un film, mais il écrit quelque chose qu'il a réalisé. Ensuite, j'aimerais revenir sur le fait qu'un mémoire, ce n'est pas un doctorat, ce n'est pas un rapport de stage. Un doctorat, c'est des recherches scientifiques, des recherches pourquoi on a fait ceci, et finalement, un doctorat, je vous le dis honnêtement, tel que je pense, c'est pas très pratique, hein, c'est plutôt de l'histoire qu'on essaye de résumer, et pour moi, j'ai jamais été impressionné par la lecture d'un doctorat qui m'est revenu, je dirais, sur des années du XVIIIe siècle. Pourquoi du XVIIIe siècle? Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises créées.
qu'est-ce que ça peut me foutre, entre guillemets, sur un plan pratique. Donc voilà un exemple, ne pas confondre un doctorat qui est un moment de recherche avec un mémoire qui est un moment où on découvre une expérience et on découvre trois choses qu'un mémoire doit apporter. Il doit apporter d'abord une étude qui va servir la profession d'expert ou de commissaire. Ça, c'est la première chose à réfléchir. La deuxième chose, c'est que vos apports que vous avez développés, qui ne sont pas des apports compilatoires, qui sont des apports réels, doivent être concrets. Il ne faut pas que ça soit des aspects trop descriptifs. On reproche souvent dans les... Il y a des candidats qui viennent de m'envoyer des demandes pour que je les suive. Qu'est-ce qu'on me dit dans les commentaires des jurys? Mémoire trop descriptif. Et ça, c'est grave. Et pour l'instant, j'ai un candidat que je suis en train de travailler. Il est arrivé à 26 pages et nous sommes toujours dans la description. Alors, pour se justifier, ce garçon que je considère comme un très bon élément, il me dit, mais Francis, je ne fais que respecter l'agrément qui m'a été accordé où j'ai prévu les nombres de pages pour décrire tout ça. Je dis, tu as tout à fait raison. Et en effet, j'aimerais que tous les jurys comprennent, aussi bien le candidat que les jurys, que l'agrément que la notice a reçu s'avère à respecter par tous ceux qui sont concernés par ce mémoire. D'abord, le rédacteur, mais également ceux qui sont amenés à lui donner une note d'appréciation qu'ils doivent respecter. Et ça, il ne faut jamais l'oublier devant un jury et rappeler quelquefois si on vous fait des critiques, c'est trop descriptif. Vous devez avoir ce réflexe de dire, Madame, Monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai fait que respecter ma notice et l'agrément qui m'a été accordé, que vous avez, je pense, avec vous, et je n'ai rien modifié par rapport à l'agrément qui m'a été accordé par monsieur ou madame, qui est, je pense, parmi vous deux. Alors, ensuite, il y a, je dirais, à vous mettre dans le crâne, troisième aspect important d'un mémoire, c'est que la mission que vous proposez, elle doit être rentable pour le cabinet que vous avez décrit dans votre expérience. Vous êtes dans un cabinet et vous avez proposé des choses nouvelles. Il faut que vous apportiez la preuve au jury qu'elle est rentable. Alors ça, c'est des questions qui désarçonnent souvent des candidats. Comment expliquez-moi que c'est rentable? Alors la réponse la plus simple, c'est de dire, Madame, Monsieur, j'ai la chance d'être dans un cabinet qui fait de l'excellente comptabilité analytique. Et grâce à cette comptabilité analytique de gestion, nous connaissons de manière rationnelle, efficace et rapide le coût de revient de nos interventions. Il est évident qu'un cabinet comptable ne peut pas être bénévole et qu'un cabinet comptable, comme toute entreprise, doit vivre avec une marge. Et sachez, Madame, Monsieur, que le projet que j'ai mené devant vous à travers mon étude a été forcément rentable. Sinon, je n'aurais jamais présenté un mémoire pour dire que c'était simplement pour présenter une nouveauté sans savoir qu'elle était rentable. J'avoue que servir la profession, faire des apports concrets et montrer la rentabilité sont les trois points sur lesquels, tout au long de la rédaction de mon mémoire, j'étais sans arrêt orienté vers le respect de ces trois objectifs. Ensuite, TFT va relire complètement le mémoire à haute voix, il va faire les retouches nécessaires, il va vous proposer des focus qui correspondent bien souvent à sa volonté de démontrer le rôle d'un expert ou le rôle d'un commissaire aux comptes pour justement la pérennité des entreprises, pour leur développement, pour leur croissance. Et le rôle de l'expert comme du commissaire aux comptes doit être important dans un mémoire. Vous êtes amené à exercer une profession et cette profession, il faut que vous l'ayez dans votre cœur, dans votre sang et que vous démontriez qu'elle est rentable pour les entreprises, qu'elle est rentable pour le cabinet et qu'elle va faire prospérer un certain nombre d'éléments. Et j'avoue que c'est hyper important, les amis, de bien se pénétrer de cela.
Alors, une fois que Francis a tout relu, le cœur du mémoire, avec vous, il va réaliser autour du 15 août, si on respecte le temps, il va réaliser l'intro, la conclusion et la note de synthèse. Ça va nous faire 3 rendez-vous d'une demi-heure, bien que la note de synthèse en un quart d'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais terminé, mais je réserve 30 minutes pour l'intro, la conclusion. Donc ça veut dire que pour un mémorialiste, je réserve 5 heures pour la lecture du mémoire et 1h30 pour les documents autour. Et je réserve également, bien sûr, 30 minutes pour les annexes qui doivent être intégrées au mémoire. Au fur et à mesure de la rédaction, je préfère. Certains me disent, Francis, je fais toutes mes annexes et après je vais les intégrer au fur et à mesure par rapport au mémoire. Je trouve que c'est une solution, mais ce n'est pas la meilleure pour moi. Parce que l'annexe, je vous répète, elle ne doit pas être un nombre incalculable, elle doit rester autour de 30, mais autour de 30, il faut au moins la moitié qui sont pas simplement des articles de ceci, car une annexe doit être une construction et non pas simplement un rappel de loi. Ça, c'est complètement ridicule, parce qu'il y a quelquefois des travaux qui sont absolument des travaux venant de l'extérieur. Alors, il y a des annexes qui sont intéressantes à reprendre, c'est les annexes publiées ou des documents de travail publiés par le Conseil national des experts ou publiés par la commission de formation des commissaires aux comptes. Ça, c'est bon, c'est des annexes. Mais on apprécie en tant que membre du jury, j'étais souvent le cas, hein, on apprécie les annexes créées par le candidat. Alors moi, je fais toujours la possibilité pour un candidat d'avoir dans son livre 2, parce que moi je suis un partisan, même si sur une clé USB est la même clé, je suis un partisan d'avoir un livre 1 dans lequel vous avez, dans l'ordre, vous avez la note préliminaire sur laquelle je vais revenir, vous avez la note de synthèse, vous avez ensuite le sommaire et ensuite vous avez le mémoire et à la fin du mémoire, vous avez la table des matières. À ce livre 1 peut s'ajouter la table des figures ou des tableaux que vous avez voulu isoler davantage. Ensuite, le livre 2, avec un sommaire au livre 1, avec un sommaire au livre 2 également, mais qui se met dans la clé USB livre 1 et dans la clé USB livre 2, dans lequel livre 2, vous avez le sommaire du livre 2, avec un sommaire qui a un rappel des annexes, mais le rappel des annexes a une double colonne. Il y a une colonne pour situer l'endroit de cette annexe dans le livre 2. Ça, c'est l'annexe, la page qui correspond à l'annexe dans le livre 2. Et c'est là le plus important, l'annexe qui est rappelée dans le livre 1. Parce que l'annexe 1, elle a été ajoutée, par exemple, à la page 12 de votre mémoire. Eh bien, dans la colonne page du mémoire, vous mettez 12 et dans la colonne page du livret 2, vous mettez maintenant, par exemple, page 3. Donc, le jury, il a des annexes avec une double colonne pour le livre 2, dans laquelle il retrouve l'annexe dans le livre 2, mais aussi l'annexe qui est accolée au mémoire et qui se situe dans la page 8, etc. Donc, le jury a une double, je dirais, numérotation des pages du livre 2 et des pages du livre 1. Ensuite, les amis, une fois que le mémoire a été réalisé, nous sommes vers le 20 août, je ne vous demande pas d'envoyer tout de suite. On se prend 2-3 jours, chaque candidat, on se donne des rendez-vous et on relit avec éventuellement certains d'entre vous font appel à leur conjoint ou à un collègue ou à un prof de français et n'hésitez pas, moi, je ne suis pas contre cela et on revoit éventuellement encore avec les correcteurs voire des incorrections, ça arrive, hein, tout le monde fait des incorrections, vous en avez peut-être pu remarquer depuis que je parle tout à l'heure, ça arrive, on a tous des défauts et je ne suis pas exceptionnel, loin s'en faut. Et j'aimerais que vous compreniez que moi, j'ai pour habitude de faire plusieurs correcteurs d'orthographe et tant que mes correcteurs d'orthographe n'ont pas décrété 0 faute, eh ben, je continue à chercher les fautes pour tous mes candidats. Et vers le 28, 29, 30, on envoie
recommander ces 3. Alors, mettez-vous à la place, il y a une clé USB pour le siècle, une clé USB pour les examinateurs que vous ne connaissez pas, qui a priori, c'est à 80% celui qui vous a agréé, mais je n'ai pas dit 100%, parce qu'il y a certains qui agréent qui après ne veulent pas participer aux mémoires, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ou par exemple, ils sont souffrants ou qui sont indisponibles parce qu'ils sont à l'étranger. Donc, ce n'est pas eux qui vont être présents le jour de votre soutenance. Et un deuxième correcteur qui est choisi par rapport à ses vœux, parce que par rapport aux thèmes variés, chaque examinateur reçoit quelques mois avant les thèmes qu'il souhaite éventuellement être associés pour la correction d'un mémoire. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le sport, il y a des gens qui sont spécialisés dans la digitalisation, il y a des gens qui sont spécialisés dans la fusion, il y a des gens qui sont spécialisés pour les entreprises en difficulté. Donc, on trouve forcément, a priori, j'ai bien dit a priori, mais ce n'est pas souvent le cas, des examinateurs qui sont plus ou moins des spécialistes du problème que vous avez soulevé. Alors, une fois que le mémoire est déposé, on attend 15 jours à peu près, au mois de septembre. Je prends l'exemple de cette session du mois de novembre. Et dès le 3e dimanche de septembre, je vais faire une grande réunion de tous les mémorialistes. Dans cette réunion, je vais rappeler les grandes lignes d'une soutenance que je vais vous rappeler au niveau du plan à tenir lors d'une soutenance. Lors d'une soutenance, vous devez d'abord arriver et rappeler votre nom, prénom et le pays dans lequel vous êtes pour nos amis étrangers et la région. Je ne demande pas de parler de la ville dans laquelle vous êtes et vous rappelez tout de suite le thème de votre mémoire. Je répète, Francis Tison, je viens des Hauts-de-France. Le thème de mon mémoire, c'est comment gagner de l'argent sans travailler. Bon, bref, ça c'est un mémoire qui va avoir beaucoup de succès. Ensuite, j'aborde la première partie, c'est mon cursus académique et mon cursus professionnel. Sur le plan académique, on dit j'ai la voie traditionnelle qui a mené à l'expertise comptable. J'ai eu mon DCG, mon DSCG, ou alors j'ai eu un master et ensuite j'ai passé le DSCG, ce qui m'a permis de faire mon stage. Alors là, on arrive aux expériences professionnelles. Vous parlez soit d'entreprise, vous parlez soit de cabinet traditionnel ou de cabinet moyen ou de grand cabinet, mais vous ne citez jamais, jamais le nom du cabinet. Je répète, vous ne citez pas le nom du cabinet, même si c'est un big, vous n'avez pas à citer le nom de votre entreprise ou cabinet au mémoire du DEC. Et le jury n'a pas le droit, s'il le fait, je vous expliquerai ce qu'il faut faire. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit non plus de vous interrompre durant les 10 minutes qui vous sont accordées par la loi et le règlement du DEC. Je répète, il n'a pas le droit de vous poser des questions sur le cabinet dans lequel vous êtes actuellement, où vous étiez, ni interrompre le candidat durant ces 10 minutes. Vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Une fois que vous avez parlé de votre cursus académique et professionnel, vous arrivez à la 3e partie. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Pourquoi j'ai choisi? J'ai choisi sujet par rapport à l'actualité. J'ai choisi sujet par rapport à un client. J'ai choisi sujet par rapport à ma direction. J'ai choisi sujet par rapport à ma famille. Voilà tous les exemples possibles où j'ai assisté à un webinaire et ça m'a donné envie, ou à une conférence. Mais il faut que vous ayez une raison qui explique pourquoi vous avez choisi ce sujet. Ensuite, vous abordez, 4e partie, vos apports scientifiques. Les apports scientifiques, c'est toutes les recherches sur la toile que vous avez effectuées. Et en plus, vous êtes un candidat de DFT. Et DFT, depuis qu'il vous connaît, il vous a appris à faire une bibliothèque numérique. Cette bibliothèque numérique, elle fait plus de 10 gigas. Vous n'avez pas apporté cette bibliothèque numérique le jour de votre soutenance. Mais vous l'avez dit que grâce à la bibliothèque numérique que vous avez créée depuis au moins l'année 2020, et non pas depuis 2 mois, vous évoquez que vous avez une bibliothèque numérique avec les principaux thèmes que mon accompagnement m'a communiqué, nous a communiqué
en plusieurs parties sa bibliothèque numérique qui fait 10 gigas. Alors, il y a des articles sur la transmission, des articles sur la fusion, il y a des thèmes sur les entreprises en difficulté, il y a des thèmes sur l'évaluation des entreprises, il y a des thèmes sur la loi Dutreil, il y a des thèmes sur le système plan comptable et le système IFRS, il y a des thèmes sur le HADA, il y a tant un ensemble de thèmes sur la motivation personnelle, sur le développement personnel dans le cabinet et le bien-être dans un cabinet comptable. J'ai donc à ma disposition une bibliothèque numérique qui me paraît, voyez-vous, en tant que candidat aujourd'hui, mais plus tard, je considère qu'avoir une bibliothèque numérique pour un expert comptable demain, c'est essentiel pour rester au courant de l'actualité et se forger à lire régulièrement, rapidement, des synthèses de l'actualité. J'ai la chance sur le plan des apports scientifiques d'être abonné à Actuel Expert Comptable, Revue française de comptabilité, qui sont des documents et des revues exceptionnelles, Revue fiduciaire comptable, Revue française de Revue Francis Lefebvre comptabilité, Revue fiduciaire comptable fiscale, je préfère. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et ensuite, je me suis abonné gratuitement à quelque chose qui est merveilleux, c'est Compta Online, qui fait des analyses extraordinaires, au moins 3-4 fois par semaine. Comme ici, c'est lui qui donne les corrigés des DEC, du DSCG, et qui nous donne également les corrigés éventuellement du DEC, les corrigés des examens de commissaire aux comptes. On a tout ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui fait un peu de bruit derrière. J'aimerais que ça se calme, que son micro soit fermé. Celui qui m'écoute, merci. Et je rappelle que une fois que vous avez fait vos apports scientifiques, vous abordez la 5e partie, c'est vos apports techniques et vos apports professionnels. Et c'est là où vous allez rentrer dans le mémoire. Quelle distinction entre technique et professionnel? Les apports techniques, ce sont des apports qui servent l'ensemble des collaborateurs des services comptables. J'ai bien dit l'ensemble des collaborateurs de tout service comptable, pas forcément les cabinets comptables. C'est-à-dire des petites astuces que vous avez mises dans votre mémoire qui vont servir à mieux résoudre un problème pour un comptable d'association, pour un comptable d'entreprise ou pour un comptable collaborateur d'un cabinet comptable. Par contre, les apports professionnels sont des apports pour l'expert comptable, c'est-à-dire pour la gestion de son cabinet. Et c'est ça la différence. Ça, c'est hyper important d'avoir ces apports professionnels. Et ensuite, si vous voulez, vous devez, pour présenter ces apports professionnels et ces apports techniques, vous devez dérouler votre mémoire en partant de la première partie, en faisant ressortir des apports techniques et des apports professionnels. Et pour cela, le jour de votre soutenance, vous devez être accompagné d'un diaporama qui doit reprendre à peu près les parties que je viens de vous décrire. Le premier diaporama, c'est votre nom, prénom, la région ou le pays et le titre de votre mémoire. Le deuxième slide, c'est votre cursus professionnel et cursus académique. Ce n'est pas la peine de faire des pages. Un diaporama, c'est quelques mots-clés. Ce n'est pas des copier-coller que vous avez pris dans votre mémoire. C'est complètement débile ceux qui font des copier-coller. Par contre, le troisième, c'est pourquoi j'ai fait ce mémoire. Alors là, vous faites ressortir les points forts qui ont justifié le choix. Quatrième, c'est les apports scientifiques. Alors là, vous mettez bibliothèque numérique, vous mettez ma bibliographie, mes différentes revues abonnées, etc., etc. Ça, c'est grâce à tout ça que vous avez pu faire des recherches hyper importantes pour présenter cette étude. Et ensuite, vous abordez des apports techniques et professionnels en partant de la première partie. Et là, vous faites première partie, vous rappelez le titre sans rentrer dans trop de détails et vous avez préparé les 10 minutes en réservant, allez, 30 secondes pour le premier slide, 1 minute pour le deuxième slide, 1 minute pour, je dirais, le slide pourquoi vous avez choisi, 1 minute pour le problème de l'apport scientifique et ensuite
il vous reste environ 6 minutes. Donc, à peu près, si vous avez 2 parties, 3 minutes par partie pour expliquer les apports techniques et professionnels. Si vous avez fait 3 parties, vous organisez 2 minutes, 2 minutes, et vous terminez toujours par une conclusion. Hein, conclusion qui doit faire sourire le jury. À vous d'avoir une conclusion sur votre diaporama comme celle que moi j'avais mis quand j'étais candidat au DEC en 1971. J'avais mis cette phrase qui reste marquée dans ma carrière. L'enthousiasme, c'est la levure qui fait monter la pâte de la réussite de notre ami Confucius. L'enthousiasme, c'est la levure qui fait monter la pâte de la réussite. Et je concluais comme ça. Messieurs, j'espère que cette citation et l'enthousiasme que j'ai essayé de vous montrer tout au long de cette intervention de ma part pourra éventuellement arriver aux mêmes conclusions. Je reste bien sûr, messieurs ou mesdames, ou madame et monsieur, à votre entière disposition pour poursuivre ces échanges. J'ai eu le plaisir de dérouler mon diaporama, mais pour éviter tout problème informatique, je vous ai remis une copie papier de ce diaporama. Il y a des gens qui vont plus loin qu'un diaporama. Je l'expliquerai ultérieurement si vous le souhaitez. C'est remettre une brochure du déroulé complet de la rédaction jusqu'à la recherche du sujet de votre mémoire. Ça, c'est présenté de manière remarquable par une partenaire de mes formations, c'est Madame Misa de Memorialista du côté de la Lorraine, exactement à Metz, qui fait un travail formidable pour présenter à la lecture d'un mémoire d'un candidat. Elle lui propose une brochure d'accompagnement qui renforce le diaporama. Alors, je reviens sur les incidents que peuvent rencontrer certains candidats, comme ceux que j'ai eus. Premier incident, le gars qui vous pose des questions sur votre entreprise. Vous lui répondez, écoutez, il m'a été rappelé par mon directeur de cabinet qu'il fallait absolument pas donner. J'ai lu également le rapport du jury et madame, je me réfugie derrière le secret professionnel et les exigences de l'examen. Je n'ai pas le droit de vous communiquer le nom de mon cabinet. Mais ça n'empêche pas qu'après, il va falloir faire quelque chose. Deuxième, le jury vous interrompt au bout de 2 minutes, il vous interrompt au bout de 4 minutes et vous interrompt au bout de 6 minutes, c'est-à-dire qu'il ne vous a même pas permis de faire les 10 minutes. Vous sentez chez lui une certaine forme d'agressivité. Alors, le déroulé de la soutenance, à vos yeux, ne se passe pas de manière extraordinaire. Vous sentez une certaine réserve, vous voyez le non-verbal de certains examinateurs qui sont déconcertants, comme celui qui a son mobile et qui ne fait que regarder les messages de son mobile. Ça, c'est d'abord impoli et c'est interdit. Ensuite, vous avez celui qui regarde en l'air ou qui regarde derrière lui, qui vous donne l'impression de ne pas écouter. Et il y a celui qui ne rigole jamais, il y a celui qui est très complaisant, avec un beau sourire. Donc, vous rencontrerez toujours, en gros, et ça, c'est mon expérience, quelqu'un qu'on appelle le méchant et quelqu'un qu'on appelle le moins méchant. C'est souvent comme ça. Alors, il y a des gens qui sont des leaders informels. Comme moi, vous me connaissez un peu maintenant. J'étais souvent dans un jury, un leader informel. J'imposais indirectement, mais je connaissais mes collègues depuis très longtemps. Donc, j'ai fait des soutenances avec un collègue pendant 7 ans. Donc, il est évident qu'on se connaissait l'un comme l'autre et qu'on connaissait notre hobby et nos questions habituelles. Et ça allait tonnerre de Dieu. Bon, bref, pour des raisons diverses, j'ai dû arrêter le jury et donc j'ai perdu le fil. Mais ça n'empêche pas que je reste beaucoup plus passionné, non pas par être membre du jury, mais je suis passionné par être votre formateur et votre coach. Car vous savez que le fait d'avoir des candidats reçus, ça me donne une joie extraordinaire. Et plus mes candidats sont nombreux à être reçus, alors là, je ne dis pas que je deviens euphorique à un niveau exagéré, mais je suis très heureux. Et ça, pour moi, un moyen d'allonger ma vie, quoi. Le bonheur que je ressens, ça me redonne un certain nombre de vitalité à toutes mes cellules et ça me donne, je dirais, des sursis
avant de disparaître. Parce que j'ai l'âge plus d'aller vers le ciel que de pouvoir envisager des perspectives jusqu'en 2050. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Même si vous avez l'impression que ma voix ne correspond pas à l'âge de mes artères, j'ai quand même l'âge de mes artères. Ça n'empêche pas que je reste toujours motivé. Alors bien sûr, il y a des formateurs qui sont beaucoup plus jeunes, qui font des shows. Alors là, j'avoue franchement que faire des shows pour un mémoire. Moi, je fais des shows aussi. Quand je fais des conférences sur l'humour, les gens, ils rigolent pendant très longtemps. Ça, c'est pas des shows pour moi, c'est un numéro. Le mot show n'est pas adapté au monde de l'expertise. C'est trop sérieux pour parler de show. Réfléchissons. Vous n'êtes pas Johnny Hallyday ni Joe Dassin. À l'époque, ils faisaient des shows. Non, vous êtes des gens qui passaient un examen sérieux et il faut garder à cet examen tout le sérieux. Alors, je considère aussi que le fait d'arriver le jour de votre soutenance, les mains dans les poches, c'est ridicule. Il faut d'abord avoir avec vous votre mémoire, avoir une serviette dans laquelle vous avez préparé un dossier. Et il est évident que entre le moment où vous avez déposé le mémoire et le moment où vous passez cette soutenance, il y a pu se passer. Par exemple, ici, il va y avoir la loi de finances 2024 qui va être présentée en septembre, fin septembre. Elle peut apporter des modifications à certains mémoires. Eh bien, moi, j'appréciais quand le candidat venait avec 2-3 feuilles pour chaque membre du jury, qui sont 2, avec les compléments d'information qui, peut-être, à travers les lois qui avaient été votées entre le 31 août et le 14 novembre, par exemple, ben, des lois qui pouvaient modifier le mémoire. Et ce monsieur avait poursuivi, ou cette dame avait poursuivi ses alertes jusqu'au matin de la soutenance pour apporter au jury des compléments qui modifiaient éventuellement une certaine partie de son mémoire et qu'elle a voulu présenter comme quoi elle suivait l'actualité, même si son mémoire était, je dirais, déposé depuis la fin du mois d'août. Je voudrais revenir aussi sur le fait qu'il ne vous est pas interdit d'avoir un dossier dans lequel vous avez un pense-bête. Un pense-bête, ce n'est pas le texte de votre exposé. Jamais lire un exposé, là, vous passez à la casserole. Moi, je vous le dis, un gars qui lisait son exposé, pour moi, il n'avait pas du tout la possibilité d'avoir la moyenne. Je m'en allais vers le 8. Quelqu'un qui a un pense-bête, c'est quelqu'un qui a quelques idées, première partie, idées, idées, et l'on voit le pense-bête. On est derrière, mais on voit le pense-bête. On voit que ce n'est pas un texte complet. Et ensuite, vous avez le droit d'apporter quelques documents que vous avez photocopiés en dehors de l'actualité que je vous ai dit voici quelques secondes, de l'actualité qui est relativement importante et que vous avez pu développer. Et vous avez le droit de venir avec une loi qui a été développée dans votre mémoire, qui est la loi Pacte, par exemple, ou la loi Macron. Vous avez le droit de venir avec un dossier avec des lois. Vous êtes un VIP, là. Vous devez vous comporter. Moi, je raisonnais comme ça. Est-ce que le candidat qui est en face de moi pourra être un jour expert comptable par rapport à son comportement, par rapport à ses compétences qu'il me démontre et par rapport à ses connaissances et aussi par rapport à sa présentation, comment il est habillé, comment il est vêtu, ses ongles, comment ils sont propres ou pas. Tout ça avait un détail. Maquillage pour les dames, l'habit pour les hommes, la correction, la politesse, un sourire. C'est important tout ça. Et moi, je notais tout ça. D'ailleurs, j'ai présenté depuis plusieurs années, depuis 2018, au jury, puisque madame la présidente de la formation du CNOC m'avait demandé de passer pour une réunion de travail pour présenter des nouveautés pour le mémoire. Et j'avais donc présenté un barème pour le mémoire qui comportait 48 points sur 80. Pourquoi j'ai pris 80 ? Parce que le mémoire, c'est coefficient 4. Donc, j'ai fait un barème de 48 points pour la rédaction du mémoire, parce que moi, je considère que les centaines d'heures du mémoire valent plus que l'heure de soutenance. Je vous le dis. Donc, j'avais mis 48 points pour le mémoire et 32 points pour la soutenance. J'aimerais revenir, et j'allais l'oublier, ça sera ma conclusion, sur les incidents que j'ai développés tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous avez été éprouvé par un fait que j'ai pu narrer, interrompu tous les
quelqu'un qui vous a demandé, etc. Vous sortez et vous allez voir l'appariteur ou l'apparitrice et vous lui dites, est-ce qu'il est possible, parce que je viens de subir une soutenance avec des choses que je considère comme anormales, est-ce qu'il est possible de pouvoir me mettre en relation avec une permanente ou un permanent du CSIEC qui est forcément à proximité de votre salle, puisque à Arcueil ou à Rungis, c'est des endroits que je n'aime pas trop, hein, parce que au mois de mai, c'est Rungis et Arcueil, selon les jours, mais au mois de novembre, c'est Arcueil. C'est des grandes salles, il n'y a rien de solennel, alors que moi, j'ai passé mon mémoire en 71 dans un immeuble formidable du ministère de l'Éducation nationale à Boissy-d'Anglas. J'étais impressionné par la richesse des tableaux, des meubles, etc., qui étaient dans les couloirs, la moquette qui faisait au moins 10 cm, des bureaux exceptionnels quand j'étais devant le jury. Et à l'époque, on donnait le résultat au candidat après son mémoire. Le jury nous faisait sortir et après avoir attendu quelques minutes, il nous faisait rentrer et il nous donnait son résultat. Et moi, on m'a dit, Monsieur Tison, cher confrère, asseyez-vous. Alors, quand on vous dit cher confrère, eh bien, c'était la grande joie. Donc, en 71, je venais de me marier, vous imaginez. C'était pour moi un bonheur d'avoir ce cadeau de mariage, d'être diplômé. Cette même année, j'ai eu le CAPET, puisque j'étais prof et en même temps expert. J'ai eu les deux la même année, c'était formidable. Et après, j'ai embrayé sur la grègue. Et voilà. Et puis après, je me suis amusé à continuer à passer des certificats supérieurs, qui étaient des certificats qui donnaient un autre diplôme, Bac plus 8, qui s'appelait le diplôme de gestion. Donc, j'ai passé tous les 5 certificats supérieurs. Pour être expert comptable, il fallait avoir la révision comptable, qui est l'épreuve UV2, mais 6h30 à l'époque, sans documentation et sans calculatrice. Vous imaginez le boulot, qui était beaucoup plus difficile que vous le croyez. Et puis après, il y avait une épreuve d'un certificat à choisir parmi les 4 autres. Et si vous aviez les 2 certificats, vous pouviez déposer le mémoire et le soutenir. Et à la fin, vous étiez donc informé tout de suite du résultat du mémoire. Bon, pour moi, c'était la bonne époque. Bon, la bonne époque, malheureusement, elle passe très vite. Aujourd'hui, on a une autre époque où on a des candidats qui ont 14 au mémoire parce qu'ils ont fait quelque chose avec un bon coach, et ils ont 6 en UV2 et 6 en UV1. Et ils se croient diplômés, et ces mêmes personnes se permettent de critiquer le DEC-VAE. C'est inadmissible de voir des gens comme ça. Moi, je connais un mec qui a fait des articles sur LinkedIn que j'ai fait passer à une certaine époque sans soutenance. Il a peut-être une note correcte, mais après, j'ai su ses notes. Il avait 6 et 6,25. Alors, vous imaginez qu'avec de telles notes, il n'a pas forcément à se dire plus fort que ceux qui ont eu le DEC-VAE, qui, à mes yeux, est aussi impressionnant à préparer que le DEC traditionnel. Ça, je vous le dis, parce que là, depuis 3 ans, je prépare ce DEC-VAE. Inutile de vous dire que ça représente une exigence exceptionnelle. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire que Francis Tison, à partir du mois de septembre, fait des soutenances. Au départ, il vient de vous présenter le plan d'une soutenance. Et à partir de ce 3e dimanche de septembre, il prend des rendez-vous individuels dans la semaine pour préparer la soutenance. Et autant de rendez-vous que vous voulez. Vous avez le droit au départ à 2 rendez-vous d'une demi-heure par semaine. Et plus on se rapproche de l'examen, c'est-à-dire du mois de novembre, dans les dernières semaines, selon le calendrier de votre passage, surtout que la veille de votre passage et le matin même de votre passage, selon l'heure de votre passage, eh bien, je vous accorde encore 30 minutes. Hein, et bien souvent, je demande à mes candidats DEC-VAE qui ont été candidats au DEC-VAE de m'accompagner pour vous permettre de faire les soutenances. Donc, quelquefois, il y a des candidats VAE qui viennent avec moi pour la semaine et qui vous posent aussi des questions. Et une fois que vous avez lancé, je dirais, les rendez-vous individuels, Francis, le quatrième dimanche, commence. Alors là, si je passe une demi-heure dans la semaine, le dimanche, compte tenu du nombre de mémorialistes, et là, je crois que je vais frôler 30,
Je ne peux pas mettre une demi-heure, 30 candidats, ça fait 15 heures le dimanche, je ne peux pas. Donc là, je réserve que 15 minutes par candidat, c'est-à-dire 10 minutes d'exposé et 5 minutes de questions. Je commence quelquefois à 6 heures le matin le dimanche et je termine à 12-13 heures, selon le nombre de candidats. Mais l'avantage de tous les candidats qui passent avec DFT, ils me disent, le dimanche matin, Francis, c'est génial. D'abord, ça nous permet de nous comparer par rapport aux collègues. On a des idées d'autres collègues qui font des soutenances remarquables et qui ont des petites idées et nous ont présenté leur diaporama également lors des séances Skype que tu fais. Et le dimanche matin, c'était pour moi le moment le plus créatif pour être diplômé aujourd'hui et j'en suis très fier. D'ailleurs, si vous regardez, il y a eu des messages qui sont parus sur LinkedIn, les messages de satisfaction de mes auditeurs, vous pouvez vous rendre compte que le dimanche matin est bien souvent précisé comme un moment très fort dans l'accompagnement de DFT Formation. Alors, les amis, je pensais passer 10 minutes avec vous. J'ai presque passé 51 minutes. Je tenais donc à vous dire combien j'étais sensible à cette présentation que je voulais vous faire et je tenais à vous dire merci de votre écoute et à vous donner rendez-vous le plus vite possible pour préparer cette soutenance et surtout encore à cette époque de l'année, c'est-à-dire à cette époque du 11 juillet, de vous préparer au mieux à ce mémoire. Je vous rappelle, pour vous rassurer, que j'ai réalisé un exploit en 2019. Un exploit avec une dame qui s'appelait Véronique de Font-Romeu. Elle m'a appelé le 8 août. Elle n'avait pas encore écrit une ligne parce que sa maître de stage considérait que le thème du mémoire qu'elle avait choisi, c'était complètement ridicule. Je m'en souviens plus, mais c'était pour vous dire que le 8 août, elle avait écrit aucune ligne. À l'époque, je n'utilisais pas forcément Skype, j'utilisais que le téléphone et les envois par courriel d'échange. Et nous avons commencé, et j'avais d'autres candidats, mais nous avons programmé des rendez-vous assez fréquents avec Véronique, qui était origine des Hauts-de-France. Son papa avait un nom polonais qui venait des Hauts-de-France, et elle est arrivée à Font-Romeu comme responsable chef de mission. Et cette dame a déposé son mémoire le 31 août. Elle a soutenu son mémoire, et ça, c'est pour moi formidable. Elle a eu 14. Autre exemple, c'est plus récent, en 2021, un candidat marocain, sur les conseils d'un autre ami, m'appelle un vendredi matin pour me dire, Monsieur Tison, j'ai entendu parler de vous, etc. Écoutez, j'ai commencé un mémoire, j'ai fait 20 pages. Aujourd'hui, je vous téléphone, il est 10 heures du matin au Maroc, il est actuellement 11 heures en France. Est-ce que vous pouvez faire le défi, je vous paierai en conséquence, de déposer mon mémoire pour le lundi matin? J'ai réfléchi une demi-heure, je l'ai rappelé en disant oui, on y va. Donc là, inutile de me dire que j'ai passé un week-end où j'ai pas beaucoup dormi, lui non plus. Il a déposé son mémoire à la poste de Casablanca à 11 heures du matin du lundi. Il a passé son mémoire, mais bien sûr, après, il a fait toutes les tendances blanches avec moi, et Dieu sait qu'il a souffert parce que je lui disais ce qu'il ne fallait pas faire, etc., etc. Et ce candidat, ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais vous dire, il a eu 16. Alors voyez-vous, et tous ces noms-là que je viens de vous dire, si vous dites, mais Tison, il raconte n'importe quoi, je peux tout de suite vous donner les noms de ces gens, leur numéro de téléphone ou leur courriel, pour que vous puissiez vérifier ce que je viens de dire. Donc, je voulais vous dire combien j'étais sensible à votre écoute. J'espère que vous allez passer un bon moment en m'écoutant. Je vous donne rendez-vous, mais je ne peux plus prendre tellement de mémoire pour novembre 2023, mais je prends tous les mémoires pour 2024 et si Dieu le veut, jusque 2025, 2026, et je pense qu'en 2026, Francis, il s'arrêtera. Hein, il s'arrêtera parce qu'il aura un âge canonique et si Dieu le veut et qu'il lui donne encore la santé, il sera encore en partie présent, mais je pense qu'il faut profiter de moi encore en 2024, 2025 et en 2026, mais après, on n'entendra plus parler de Francis, ou alors il sera peut-être parti là-bas, retrouver un paradis des experts comptables. En vous souhaitant donc une très bonne écoute, je vous remercie
et je vous donne rendez-vous à tantôt, comme on dit, et peut-être avec la chance de vous avoir dans mes groupes en 2024 ou en 2025. Merci de votre écoute.